merci de nous retrouver. J'espère que vous avez pu suivre les conférences de ce matin qui étaient absolument passionnantes, des tables rondes, la keynote. Alors, on avait beaucoup de choses sur ce fameux titre que l'on a choisi, qui est « Si nous accélérions le ralentissement ». L'idée étant de voir si on peut mettre en place des choses concrètes. Donc, l'objet des ateliers d'après-midi, en général, c'est de parler concret, cette fois-ci, sur l'accompagnement de cette transition. Alors, le sujet qui nous intéresse ici, c'est le label numérique responsable. Pour ceux qui ne connaissent pas le label, on va voir toute une partie avec du coup Pauline qui est présente ici, Pauline Richard qui représente l'agence Lucie qui porte le label numérique responsable. Ensuite Laurent qui est en ligne avec nous, que l'on aperçoit dans la salle en bas à gauche, qui est directeur d'innovation chez Softeam et qui appartient à un collectif dont je vous expliquerai le principe. Et puis Émilie Escalier qui est également connectée, qui est UX UI designer au sein de Designeuse, même on pourrait dire, de Keléo, et qui évoquera à son tour l'expérimentation, enfin l'expérience qu'ils ont vécu chez Keléo, de passer le label niveau 2. Et on prendra, du coup, on se présentera en détail à chaque fois qu'on prendra la parole. Juste une petite question, est-ce qu'à distance, vous nous entendez bien, même quand on parle comme ça? Oui. Ouais. Parfait. Eh bien, Pauline, à toi la parole. Bonjour à tous et à toutes, merci Benjamin pour l'intro. Donc Pauline, je travaille donc à l'agence Lucie, qui porte le label numérique responsable. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce label. On aura les témoignages par la suite. On peut passer. Voilà. Donc l'agence Lucie, rapidement, on est une petite agence, on est une vingtaine aujourd'hui, SAS, on a été créé en 2009. Autour d'un premier label qui s'appelle le label Lucie 26 000, donc plutôt sur la RSE au sens large du terme. Et puis, alors on a la particularité d'être détenu à 50% par des associations. Puis au fur et à mesure des années, depuis 2009, on s'est développé sur plusieurs branches. Je l'ai vu passer la slide d'après. Donc sur la partie label, on va faire un petit focus sur le label. Bon, juste pour vous expliquer, l'agence Lucie, on a d'un côté un centre de formation dans lequel on a une cinquantaine de formations qui sont délivrées soit par nous, quoi, c'est des labels qui sont à destination des labels, soit des formations, pardon, soit par des tiers externes. Donc par exemple, pour Lisia qui délivre des formations. Sur le numérique, on va retrouver l'éco-conception, l'accessibilité, les achats responsables qui en poussent un peu, enfin, pas mal de sujets donc, dans ce centre de formation. Et à côté de ça, on a les labels. Label sur l'ISO 26000, je vous disais, qui est notre label historique. Et les labels sur le numérique responsable, juste pour vous expliquer un peu l'écosystème qui se trouve autour. En fait, le label a été créé il y a maintenant un peu plus de 4 ans, on va dire, par l'Institut du numérique responsable, avec quelques acteurs qui sont présents aujourd'hui, donc associations. C'est un référentiel en fait qui a été créé initialement, et puis l'Institut du numérique responsable a l'expertise sur le contenu, pas forcément sur comment mettre en place cette démarche-là dans les organisations. Donc, il y a un appel d'offres qui a été lancé, que l'agence Lucie a remporté pour développer l'accompagnement des organisations sur ce référentiel. Ça, c'est il y a 4 ans, il s'est passé plein de trucs depuis. Notamment, il y a 2 ans, la fusion avec le label qui appartenait à France IT, qui est un label qui s'appelait ENR. Alors, pour information, Digital 113, c'est France IT en Occitanie. Donc le label co-appartient aussi au Digital 113 du coup, directement. Et donc en fait, on a fusionné ces 2 labels pour n'avoir plus qu'un seul label. Donc il n'y a plus qu'un seul label qui existe aujourd'hui sur cette thématique-là. Ce qui a donné lieu à pas mal d'ateliers derrière, de création de 2 niveaux. Donc c'est les deux logos que vous voyez tout à l'heure, que je vais vous réexpliquer. Et aussi la mise à jour du référentiel qui va dans tous les cas être amené à bouger régulièrement, étant donné la mouvance aussi du sujet. Je passe après. Nickel. Donc, je vous disais, l'agence Lucie, plusieurs étapes. Bon, je vous ai déjà présenté ça rapidement, mais grosso modo, on propose aux organisations, dans un premier temps, de découvrir ce que c'est que la RSE ou numérique responsable. Je pourrais vous envoyer par la suite, on a des diagnostics, on appelle le pre-scoring, qui est un diagnostic qui reprend le référentiel et qui vous permet de bien comprendre ce qu'il y a dans le référentiel et de vous auto-évaluer aussi pour avoir une idée de où vous en êtes sur les différents sujets. Ça, c'est gratuit. La formation, je vous en ai parlé avec le centre de formation. Débuter avec des experts, on en parlera. On a des accompagnements qui sont montés, notamment avec le Digital 113, pour accompagner les organisations à aller vers la labellisation. Et l'étape d'après, c'est les labels, du coup, que je vais vous expliquer tout de suite.
Super. Sur le référentiel, donc les 2 niveaux de labellisation sont basés sur un référentiel commun dans lesquels on retrouve un tronc commun avec 4 grands axes, donc stratégie et gouvernance. L'idée du label numérique responsable, c'est vraiment de l'intégrer en transverse dans l'organisation et non pas d'être un label produit ou un label service. Donc là, on va vraiment toucher l'ensemble des directions, donc la direction générale, on va dire, dans la stratégie et la gouvernance. C'est-à-dire comment est-ce que vous l'intégrez dans votre stratégie globale? Est-ce que vous avez des personnes qui sont identifiées, des budgets, du temps associé, etc., etc. Le soutien à la stratégie, on va plutôt retrouver ici tout ce qui va être la montée en compétence des collaborateurs, la sensibilisation, communication en interne, en externe, aussi bien dans les contenants que dans les contenus. Donc, il faut penser aussi son site internet, ses supports de communication, etc. Tout ce qui va toucher aussi l'accessibilité des outils qui sont proposés aux collaborateurs. Cycle de vie des services numériques, là on retrouve le gros du sujet, qui vont être en fait orientés autour de l'analyse de cycle de vie. Il commence par les achats, et ensuite on va passer au CRIP, tout ce qui va être hardware, donc tout ce qui est équipement, grosso modo, software, tout ce qui va être logiciel, site internet, etc. Tout ce qui va concerner les centres de données également, et la gestion des données, de ce que vous collectez, où est-ce que vous le collectez, comment vous le sécurisez, etc. Et ensuite, on a une 4e thématique, étendre sa démarche numérique responsable, qui touche plutôt à l'impact sur le territoire et à tout ce qui va être IT for Green, IT for Social, ou comment est-ce que l'outil numérique peut aussi être un levier. Voilà, donc ça c'est le tronc commun, et on retrouve ensuite 2 thématiques sectorielles, une thématique produits et services des ESN qui est directement adressée aux entreprises de services numériques au sens large. Donc on va vraiment questionner ici ce qui sort de l'entreprise en fait, et les services qui vont être délivrés aux clients. Et puis, une autre thématique spécifique pour les collectivités qui bougent bien sur le sujet, notamment la région Occitanie qui est labellisée. Et là, l'idée, c'est aussi de les aider à travailler sur les exigences de la loi REEN. Voilà pour le référentiel. Sur les process de labellisation, je vais les passer vite. De toute façon, vous aurez mes coordonnées si vous voulez qu'on en reparle. Donc, 2 niveaux, je vous le disais. Le niveau 1, première marche. Pour des organisations qui ont déjà mis des choses en place, mais qui en sont encore au début. On ne le voit pas, mais ici, il y a la première étape qui est le MOOC de l'Institut du numérique responsable. Vous y retrouvez 2 formats, un format de, même plus, je crois savoir, mais en tout cas, moi, ceux que je connais, c'est donc un format de 30 minutes sur vraiment de la sensibilisation, c'est gratuit et vous pouvez le diffuser largement à tous ceux qui vous entourent. Et un format un peu plus long de 3-4 heures qui vous permet de passer un certificat de connaissance à la suite. Nous, c'est ce qu'on demande à minima, c'est d'avoir une personne dans l'organisation qui passe le certificat et qui atteste que les connaissances ont été acquises lors de ce MOOC. En parallèle, quand vous signez le contrat, vous rentrez dans une étape de préparation dans laquelle vous allez avoir toute une structuration de ce qui est mis à jour en fait à date. Donc, c'est aller se mettre le référentiel en colonne vertébrale et puis aller chercher à droite à gauche ce qui existe sur chacun des sujets. Ça, le prescoring que je vous enverrai vous aidera aussi sur cette partie-là pour se dire, on a ça qui est mis en place, c'est structuré, on est prêt pour l'audit, qui est la 3e étape. Audit à distance qui se fait sur le niveau 1 sur une demi-journée. On va interroger les personnes qui sont référentes sur la démarche, 1, 2, 3 personnes maximum. On déroule le référentiel et à la fin de la demi-journée, on appose un score qui doit être supérieur à 300 sur 1000. Si le score est supérieur à 300 sur 1000, on va vous demander de rédiger un plan d'action, puisque les labels sont des labels de progrès et non pas uniquement des labels de niveau. Donc, on demande un niveau minimum, mais on demande surtout de s'engager à progresser par la suite. Donc, vous rédigez ce plan d'action et sur la base de la rédaction du plan d'action, vous obtenez le label sur 2 ans. 2 ans pour mettre le label en place avec, au bout de 2 ans, un renouvellement. Soit niveau 1 avec un meilleur score, soit niveau 2. Super. Et sur le niveau 2, du coup, qui est un label plus exigeant, dans lequel on va retrouver l'étape de formation, donc que vous voyez encore pas, mais la formation, cette fois-ci, elle est un peu plus longue. C'est 3 jours de formation où, en fait, on retrouve 2 jours qui sont dispensés par des experts. On a plusieurs formations qui permettent de les suivre, avec ISIA, avec InfoGreen, avec Bella Lotto, on a plusieurs qui sont référencés, qui vous permettent de bien comprendre les enjeux du numérique et du numérique responsable, du coup, les bonnes pratiques qui y sont associées. Et une 3e journée qui, elle, va plutôt correspondre au process et à bien comprendre chacune des étapes, comment on les met en place, etc. Suite à cette formation, vous rentrez dans l'étape d'auto-évaluation, qui fait l'écho à la préparation sur le niveau 1. Là, on va vous demander de faire des groupes de travail pour identifier où vous en êtes en interne. Vous allez avoir une méthode qui vous sera présentée en formation pour remettre cette colonne vertébrale au milieu de votre questionnement. Et préparer l'audit. Cette fois-ci, les audits sur le niveau 2, ils sont faits par des évaluateurs indépendants de l'agence Lucie.
SGS, Bureau Veritas ou Baker Tilly, c'est à vous de choisir. Et eux viennent sur site plusieurs jours pour interroger un panel représentatif en interne des collaborateurs et des parties prenantes. Donc là, externe, pardon. Donc là, on est sur un label le plus conséquent, un audit plus conséquent. Et à la suite de cet audit, pareil, vous obtenez un rapport d'audit sur la base duquel vous obtenez un score également qui doit être supérieur à 500 sur 1000. Donc on a 300 sur le niveau 1, 500 sur le niveau 2. Et si vous avez plus de 500, vous passez à l'étape d'après, la rédaction des engagements, comme sur le niveau 1. La différence ici, c'est que les engagements sont revus par un comité de labellisation. C'est des externes, on y retrouve l'ADEME, France IT, l'INR, WWF, trois groupes. Et c'est eux qui vont s'assurer que votre plan d'action correspond à ce qu'a vu l'évaluateur sur site. Vous avez bien compris les enjeux prioritaires, que vous vous engagez de façon pertinente. Et si c'est le cas, vous obtenez le label sur 3 ans cette fois-ci, donc 2 ans sur le niveau 1, 3 ans sur le niveau 2, avec à 18 mois, donc à mi-parcours, l'évaluateur qui revient sur site, comme une certif que vous connaissez peut-être sur les 9001, 14001, on ne peut pas inventer autre chose. Et donc, ils reviennent à 18 mois pour s'assurer que sur le plan d'action que vous aviez initié, vous avez bien avancé par rapport aux engagements que vous aviez pris. On ne vous entend plus. On n'a plus de son. Faut le whizzer. Et- Faut le whizzer. Est-ce que ça remarche? Alors, pour l'instant, non. Ah, je crois Ah. que ça y va. Oui, là c'est bon. Merci. C'est parti. Donc, la communauté, toute organisation qui signe un contrat avec nous sur le numérique responsable, sur la RSE, rentre dans la communauté. Nous, on a plus de 1200 membres dans la communauté qu'on anime, qui ont fait des ateliers en région, à distance, 1 à 2 par mois, en région, 1 par trimestre. Donc là, il y a celui de Montpellier qui arrive dans pas longtemps. Moi, je suis à Montpellier pour ça aussi. Et l'idée, c'est qu'on échange entre membres de la communauté, qu'on puisse apporter des bonnes pratiques, avoir un écosystème vertueux autour de soi aussi, sur les différents sujets. Et puis, il y a pas mal, je viens que tu passes à la slide d'après, pas mal d'autres avantages qui vous sont proposés. Tac, nickel. Donc, les ateliers qui rentrent dans les événements ici. Vous avez également des avantages entre membres qui sont proposés, des accès à des outils, la plateforme sur laquelle vous allez faire votre auto-évaluation et qui vous permet de faire des extracts et de communiquer aussi sur les actions que vous mettez en place. Une base de données de bonnes pratiques qui s'appelle Lucifer, parce qu'on aime bien les jeux de mots, c'est pas mon choix. Lucie AD2R, qui est aide à la décision rentable et responsable, qui est un outil qui permet aussi de calculer le retour sur investissement de la RSE. Ceci n'est pas un gros mot, c'est assez intéressant comme outil. Je vous en dirai plus si vous en voulez par la suite. Et puis des réductions sur le centre de formation dont je vous parlais tout à l'heure, une communication mutualisée, etc., etc. Voilà pour moi, et je passe la parole. Non, j'avais une dernière information. Sur les différentes démarches, je vous le mets là parce que j'ai pas mis de slide en plus, mais on a des réductions de fin d'année, donc voilà, juste pour info, il y a des réductions de fin d'année. Voilà. Valable jusqu'à quand? Jusqu'au 31/12 2023. Faut le mettre sous le sapin. C'est ça, ouais. Formation. Voilà. Et oui, parce qu'il y a un- Formation, les labels, et oui, le label, ils sont pas. Exactement. Merci, Pauline. Du coup, donc moi, Benjamin Batelier, je fais partie du groupe ISIA, qui est implanté à Montpellier depuis 27 ans maintenant. Nous sommes une ESN qui fait des services, qui développe des services numériques et qui a aussi tout un rôle de conseil et de formation, et notamment sur le numérique responsable. On a été la toute première entreprise qui a été labellisée numérique responsable, pendant 3 ans, parce que le label a 3 ans, on vient d'être renouvelé. Et ça a été pour nous un gage vraiment de transformation aboutie, voire très aboutie en interne, y compris dans notre business plan, dans la façon dont on aborde les thématiques, dans la transformation des métiers, dans l'accompagnement même de la transformation des métiers. C'est un vrai levier très fort. Habituellement, c'est moi qui témoigne sur ce que nous vivons en interne. Je peux retrouver des replays, j'allais dire, des années précédentes où je témoigne effectivement de ce qu'on a mis en place chez nous. Cette année, on donne la parole à d'autres structures que l'on verra après, notamment Softeam et Cléo.
Mais par contre, je vais vous parler quand même d'un programme que l'on a mis en place avec Digital 113, donc Opisia, Digital 113, et je vous expliquerai pourquoi il y a aussi le logo de Digital League. C'est un programme de formation en 3 jours en format inter-entreprise. On s'est rendu compte que sur le label, et notamment c'est très vrai pour l'Occitanie, mais j'imagine la plupart des régions françaises, le tissu économique est particulièrement constitué de TPE et PME, et petites PME, et qui donc ont du mal à passer la marge, à dire ok, on est prêt à y aller, oui, non. Souvent, en fait, un chef d'entreprise a 15 casquettes à la fois, on concentre sur des choses comme ça, ils n'ont pas assez d'effectifs, c'est compliqué, etc. Donc, avec Digital 113, on a décidé de constituer un programme, et avec l'agence Lucie, évidemment, de constituer un programme à destination de ce public-là pour le label niveau 1. Okay. Donc le premier, on voyait tout à l'heure, avec un niveau de 300 points à atteindre, et qui est un peu plus léger dans sa modalité, j'allais dire administrative, aussi dans la conception des engagements, etc. Et à partir de ce moment-là, il y a 2 jours collectifs, un premier jour en amont, un autre jour collectif en clôture, j'allais dire, et en intermédiaire, une journée individuelle où vraiment on va aller auditer l'entreprise en prenant la grille de référentiel, donc c'est un outil blanc, hein, mais en préparation, en prévision de quels éléments de preuve l'entreprise va devoir, ou l'organisation, hein, ça peut être aussi des collectivités, petites collectivités, l'organisation va devoir aller chercher, essayer de mesurer et de donner comme information le niveau aussi d'investissement en termes de temps. On regarde plutôt le temps qui est nécessaire là-dedans et pas forcément le temps des moyens financiers, mais en termes de temps pour aller récolter ces éléments de preuve. Très souvent, la pratique qu'on voit et qu'on rencontre le plus souvent, c'est finalement le fait que peu de choses sont formalisées. Et donc, il va y avoir du temps quand même pour reformaliser des choses qui, dans des petites entreprises, sont souvent informelles ou alors faites de façon plus artisanale. Donc, l'idée, c'est plusieurs objectifs. Donc, c'est la montée en compétences quand même sur du numérique responsable et les outils du label, voilà, notamment ce référentiel, qui encore une fois, j'insiste dessus, on a insisté, je pense à chaque édition précédente, mais c'est bien une boîte à outils, bien au-delà du label, bien au-delà du tampon que ça amène, c'est un outil avant tout, voilà, qui permet de balayer au fond, comme l'évoquait Pauline, hein, stratégie gouvernance, communication, RH, le matériel, etc., l'infra, voilà. Et puis, l'idée ensuite, c'est vraiment d'avoir un échange collectif pour que chacun puisse monter en compétence aussi au regard de ce que font les autres entreprises, puisque là, on est au sein d'un collectif. Alors, la première promotion était au printemps, 6 entreprises, dont Laurent a fait partie. Et puis, on va remettre ça en place à la fin d'année pour Digital 113. Et du coup, Digital League, qui est donc d'Auvergne-Rhône-Alpes, le Digital 113 d'Auvergne-Rhône-Alpes, va lancer ce même programme en début d'année prochaine. On va donner une conférence pas plus tard qu'il y a 2 semaines sur ce sujet. Et du coup, une annonce aussi, c'est que globalement, France IT, qui est le réseau de ces réseaux, souhaite pouvoir proposer ce format-là à tous les réseaux à l'échelle nationale. Voilà, je m'en arrête là. Je vais passer du coup la parole maintenant à du concret pur et dur. Laurent, je t'en prie. Ouais, merci, mais jamais. Oui, alors je vais dire 2 mots avant de vous parler plutôt de mon expérience personnelle sur l'action collective dont vient de parler Benjamin. C'est vrai que de notre côté, donc l'action collective, elle s'est séparée en plusieurs événements. Il y a eu une première session début février, puis après en mai. Entre-temps, Benjamin est venu dans nos locaux pour discuter avec nous et puis essayer de voir un peu dans notre cas précis ce que ça pouvait donner. Et c'est vrai que contrairement à une formation où on prend tout dans la tête et c'est très concentré et après on doit être seul face aux résultats et se projeter, c'est vrai que là, le fait qu'il y ait du temps entre ces moments d'échange, le fait que ce soit espacé, ça nous a permis de revenir au bureau, assimiler les concepts, les transposer dans nos métiers, se poser des questions et puis poser ces questions du coup aux formateurs lors des échanges suivants. Donc ça, c'est vrai que c'était un vrai plus, le fait qu'on ait plusieurs moments d'échange et d'avoir un peu ce temps-là entre différentes sessions. Et puis l'aspect collaboratif, parce que mine de rien, on s'est retrouvé en formation avec d'autres entreprises. Certes, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes tailles d'entreprise. Par contre, c'est souvent les mêmes problématiques, souvent les mêmes processus à mettre au point et à transformer avec ce numérique responsable. Et donc c'est vrai qu'en discutant avec différentes entreprises qui ont les mêmes problématiques que nous, ben, il y a des bonnes idées qui sont sorties et collaborativement, on a eu une intelligence un peu collective pour justement se servir un peu des bonnes idées de chacun. Donc c'est vrai que ce côté collectif sur ce genre d'action, moi je trouvais ça très, très positif. Voilà, c'était juste pour en dire 2 mots sur ce côté collectif. Après, je vais vous parler un petit peu plus de mon expérience personnelle. Donc moi, je suis directeur de l'innovation chez Softeam Software.
Softeam Software, en fait, c'est une BU, c'est-à-dire une sorte de service au sein de Softeam. Softeam, c'est une entreprise de taille intermédiaire de 1200-1300 employés, qui elle-même est une filiale au sein du groupe DocaPost, donc 7500 employés, grande entreprise, qui elle-même est la filiale numérique du groupe La Poste. Donc autant vous dire qu'en termes de couches d'entreprise, couches de responsabilité et organigramme, c'est assez complexe. C'est complexe qu'au point au moment où on s'est demandé en fait comment on allait s'engager sur le numérique responsable, on s'est dit bah, qu'on allait plutôt essayer de labelliser plutôt notre BU parce que c'est le périmètre sur lequel on a la main et sur lequel on peut agir. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est engagé. On a commencé à en parler aux employés pour voir un petit peu tâter le terrain, voir s'il y avait plutôt de la résistance ou plutôt des volontaires. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de volontaires, tout simplement parce que c'est un sujet qui touche pas mal de monde. Avec tout le battage médiatique sur le climat, ça revient dans les conversations. Donc, on s'est structuré, on a monté un groupe de travail. Bon, au début, très simple, on n'avait même pas encore eu la formation sur le numérique responsable. Donc, on a créé un groupe Teams, des réunions toutes les 2 semaines pour discuter. Et puis, au début, on s'est dit, bon, ben, OK, on veut agir, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, les premiers réflexes, ça a été les réflexes un peu que j'appelle bon père de famille. C'est-à-dire, on va dire, ah, on va communiquer auprès des employés, leur dire que quand ils sortent du bureau, il faut éteindre la lumière, le soir, il faut couper la clim ou couper le chauffage. Bon, des réflexes assez naturels. Mais bon, ça a été une première étape où on a commencé à communiquer auprès des employés. Et puis, une fois passé ce cap, on s'est dit, bon, toujours sur ce qui nous touche au plus près, parce que forcément, agir sur un interrupteur, c'est facile. On s'est dit, bon, on va aller plus loin, on va commencer à mesurer un peu la consommation des différents équipements qu'on utilise, parce que avant d'agir et allumer et éteindre différents équipements et du coup risquer qu'ils puissent griller ou avoir une durée de vie plus courte, on va peut-être essayer de cibler ceux qui ont un vrai véritable impact en termes d'énergie. Donc on a acheté des prises connectées, on a fait des mesures de consommation. Bon, ça, c'était ce sur quoi on pouvait agir assez vite et assez simplement. Mais après, et c'est là que le numérique responsable est arrivé, il nous a donné des outils un petit peu pour agir sur notre métier. Et là, on a commencé à se pencher sur l'éco-index, puisque dans notre BU, on fabrique du logiciel. Donc, du coup, on s'est penché sur l'éco-index, sur le RGESN aussi, le référentiel général de l'éco-conception des services numériques, qu'on a commencé à regarder pour évaluer nos services. Et donc, toute cette démarche, on l'a engagée avec ce groupe de travail. Puis, au bout d'un moment, il a fallu aussi attaquer les services transverses, puisqu'en fait, dans le numérique responsable, il faut engager toute la chaîne des partenaires. Et donc là, on s'est dit, bon, ben, il va falloir qu'on aille parler au service achat, à la DSI. Sauf que là, tout ça, c'est géré en gros, par le groupe. Donc, du coup, on s'est dit, bon, nous, petits poussés, petits services au milieu de cette grande structure, bon, ben on va aller leur parler, mais on n'avait pas trop d'espoir sur le fait qu'on puisse faire bouger les process. Ben, en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que quand on leur a exposé les enjeux auxquels on allait se confronter avec ce label du numérique responsable, on s'est aperçu qu'en fait, c'était en ligne avec le RSE. Et le RSE, c'est une démarche qui est présente dans toutes les entreprises et sur lesquelles les entreprises évoluent. Et finalement, en fait, challenger les services achats pour avoir par exemple des ordinateurs qui durent plus longtemps, qui puissent être réparables, ben, tout ça en fait c'est déjà des critères qu'ils ont dans les services achats au niveau du groupe. Et donc finalement, nous qui pensions ne pas avoir la main sur des services transverses un peu au niveau, ben, finalement en fait ces services transverses, ils étaient déjà en ligne avec ce qu'on voulait faire. Donc ça, c'était plutôt la bonne surprise. Euh, et puis, deuxième bonne surprise aussi, c'est au fur et à mesure qu'on avançait sur la labellisation, on a commencé à en parler aussi, à en parler autour de nous, à en parler autour du groupe. Et dans le groupe, en fait, il y avait justement cette question du numérique responsable qui se posait. Donc, ils commençaient à mettre en place des choses, des formations, des cursus. Mais en même temps, c'est toujours compliqué de réformer un groupe en profondeur. Vous connaissez toute la résistance au changement qu'il peut y avoir. Et donc là, en fait, le fait de montrer à ce groupe au niveau qu'il y avait une petite BU, donc la base, on va dire, qui voulait avancer et qui menait des actions vers le numérique responsable, en fait, ça a pas mal boosté les choses. Ça leur a donné de la crédibilité par rapport à toutes les actions qu'ils étaient en train de mettre en place et qu'ils voulaient mettre en place. Et ça a créé pas mal de motivation, à tel point que le groupe, du coup, d'Ocapost s'est engagé à passer le niveau 2 pour 2024, donc l'année prochaine.
Donc en gros, mon retour d'expérience que je voulais vous partager aujourd'hui, et si je voulais résumer mon propos, ça serait de vous dire que c'est pas parce qu'on est dans un grand groupe, c'est pas parce qu'on pense qu'on n'a pas vraiment d'influence sur beaucoup de services transverses qui sont bien au-dessus, qu'il faut pas faire bouger les choses et qu'il faut pas essayer d'avancer à son niveau, parce que au pire, ce que vous risquez, c'est déclencher un effet boule de neige et engager beaucoup plus que vous, parce que beaucoup de personnes veulent aussi avancer tout comme vous. Voilà, c'était un Merci, peu mon Laurent. message du jour. Merci beaucoup, Laurent. J'étendrai même ton propos sur le fait que pour les entreprises qui seraient de taille, encore une fois, intermédiaire ou plutôt petite, et qui se poseraient la question de leur impact sur leur environnement au sens sectoriel, etc., au-delà de faire partie d'un grand groupe ou d'un petit groupe, sur vos parties de compte externes, en fait, sans vous rendre compte, vous allez avoir de l'impact de toute façon mécaniquement, parce que vous allez demander à acheter d'autres types d'ordinateurs, par exemple. Mais sauf que au sein du groupe IDEA, on est 100% sur du reconditionné, etc. Et vos clients, c'est pareil. Quand vous allez aller vers eux et leur dire, bah, nous, on a une démarche numérique responsable, ça peut résonner chez eux et déclencher en fait des choses que vous ne soupçonnez certainement pas. Voilà, c'était juste pour compléter un peu ton propos, mais c'était particulièrement intéressant. Merci Laurent. On va passer la parole maintenant à Émilie, qui devra apparaître à la place de Laurent. Est-ce que tu nous entends bien, Émilie? Oui, c'est bon. Parfait. Vous Voilà. aussi. Eh bien, écoute, à toi la parole. Très bien, ben, merci. Et bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Escalier, je suis UX UI designer chez Keléo et je suis également référente du numérique responsable, d'où ma présence avec vous aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience sur la labellisation de niveau 2, puisque nous avons obtenu le label NR de niveau 2 en juin de cette année. Donc, ça, c'est assez frais comme retour d'expérience. Pour commencer, pour vous donner un peu plus de contexte sur qui est Keléo. Chez Keléo, on est des concepteurs et des développeurs d'applications web et mobiles. Donc, on est une entreprise d'environ 25 collaborateurs. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Keléo? On va travailler avec différents clients du secteur public ou privé pour les accompagner selon leurs besoins. Donc, on peut intervenir autant sur de l'amélioration de produits existants, sur de la refonte d'applications, voire même de la création vraiment d'applications de A à Z. Donc, finalement, vous l'aurez compris, on est producteur de solutions numériques et aussi en tant qu'individu et salarié, on est consommateur de solutions numériques. Donc, c'est aussi c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu s'engager davantage dans cette démarche du numérique responsable pour faire notre travail de manière plus responsable, prendre notre responsabilité et finalement, ça nous permet aussi de donner du sens à ce qu'on fait. Et plus largement aussi, c'est une démarche qui s'inscrit dans notre pôle RSE au même titre que la QVCT par exemple. Donc pourquoi la labellisation pour nous et pourquoi le niveau 2? Puisqu'on est passé direct à la grande marche du niveau 2. Déjà, la labellisation, Keléo, quand Keléo a été créé, il y avait déjà une culture de l'éco-conception qui était là. Et puis, au fur et à mesure que des collaborateurs ont rejoint Keléo, il y a différentes actions qui se sont mises en place. Mais il n'y avait pas forcément de suivi, pas forcément de structuration autour de tout ça. Donc, parfois, il y avait une dynamique qui pouvait se perdre. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on est parti sur la labellisation pour justement formaliser toutes ces actions, les structurer et surtout aller plus loin. Et ça nous permettait aussi de valoriser tout ce qu'on faisait. Et ça permet aussi de répondre à des exigences qu'on peut avoir de certains de nos clients, répondre à des cahiers des charges qui peuvent avoir aussi des exigences sur le NR et même anticiper la réglementation. Et comment est-ce qu'on a choisi d'aller sur le niveau 2? Comme l'expliquait Pauline tout à l'heure, on a fait une auto-évaluation. Et sur cette auto-évaluation, on arrivait à peu près à 500 points. On n'y était pas tout à fait. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on part sur le niveau 1 ou sur le niveau 2? Et comme je vous l'expliquais, on avait différentes actions quand même qui étaient mises en place. On avait cette base-là qui était là, qu'il fallait structurer, mais qui était quand même là. Et donc, on était très motivés, on avait envie vraiment d'aller plus loin, de s'engager. Donc, on s'est dit, on peut passer le niveau 2, on y va. Et on a été encouragés en plus en ce sens-là par l'agence Lucie. Donc, ça nous a confortés dans le fait de partir directement sur le niveau 2. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place? Et là, je pense que je vais passer à la slide suivante. Super. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, vous l'avez vu dans le processus. Première étape, on a passé la formation pour bien comprendre la démarche, les différentes étapes.
Et on a fait notre auto-évaluation. Et ensuite, il fallait qu'on pose l'organisation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le sujet du UNR vraiment comme si c'était un projet, avec de la gestion de projet, la création d'une équipe autour de ce sujet-là, des ateliers de réflexion. Et on a géré ce projet en binôme. Donc, j'ai géré ce projet avec Johan, qui est un des DG de Keléo et qui est connecté et qui est avec moi, à côté de moi. Et on a mis, donc avec ce binôme, on a mis en place des réunions de suivi hebdomadaires et également des points d'étape avec l'agence Lucie. Tout ça pour préparer la première grosse étape qui est l'audit, qui a duré 2 jours. Ça s'est passé au mois d'avril pour nous. Et pour lequel on a fait intervenir aussi une partie de nos collaborateurs de manière ponctuelle pendant 1 ou 2 heures selon les sujets. Et enfin, cet audit-là nous a permis de prioriser des principes d'action. Et sur ces principes d'action, on a réalisé nos engagements. Et sur ces engagements-là, on a fait une liste d'actions. Et donc finalement, cette liste d'actions plus les engagements, ça a créé notre plan d'action qui a été évalué par le comité et qui nous a permis d'obtenir le label. Donc au niveau du bilan, pour essayer de vous faire un retour assez complet, avec Yoann, on a fait quelques calculs déjà. Juste pour vous dire que nous, cette démarche-là, elle nous a pris 9 mois et sur 9 mois, ça nous a demandé à peu près 30 jours de travail à 2. Pour l'audit, on a fait intervenir à peu près 1/3 des collaborateurs qui ont donc, comme je vous disais, participé ponctuellement et on a fourni environ une 40aine de livrables. Sur les 17 PA qu'on a traités, on en a 11 qui sont prioritaires, sur lesquels on peut s'améliorer. Et sur ces 11 principes d'action donc, qui sont prioritaires, on a défini 13 engagements qui sont donc dans notre plan d'action qu'on doit réaliser sur 3 ans. Et pour terminer dans les chiffres, sur l'audit, on a obtenu 606 points, donc on dépasse les 500, ce qui nous permet d'avoir le niveau 2, et ça nous laisse une marge de progression pour justement réaliser notre plan d'action sur les 3 ans. Plus globalement aussi, ce qu'on voulait on voulait vous partager aussi certains points qui, pour nous semblent importants. Déjà, vous l'aurez compris, ça demande quand même cette démarche, ça demande quand même un investissement en termes de temps, en termes de ressources. Comme je l'ai dit, on a passé à peu près une 30aine de jours dessus. Et même durant les 3 ans, pour réaliser le plan d'action, on va aussi passer du temps dessus. Ce qui nous a paru aussi intéressant de partager, c'est le travail en binôme. Parce que le fait d'être en binôme, ça facilite la progression, on peut se partager les tâches, on était aussi complémentaires avec Johan, et ça permet aussi de maintenir la motivation quand on est 2, c'est plus sympa. Et aussi, ce qu'on peut noter, c'est l'implication de la direction, comme je vous le disais, Johan est un des DG de Keléo, et c'est vraiment important d'avoir l'implication de la direction aussi dans cette démarche-là, parce que c'est une démarche qui touche à plusieurs niveaux de l'organisation. Vous l'avez vu de toute façon, puisqu'en Pauline a présenté le référentiel. Un point aussi qui nous a bien aidé, c'était les points d'étape qu'on avait avec l'agence Lucie, parce que ça nous permettait de faire le point, de prendre du recul, de se dire qu'on est dans la bonne direction, parce que parfois on est en douté. Et enfin, l'audit, c'est quand même quelque chose d'assez important dans toute cette démarche-là. C'est quelque chose qui peut faire peur, peut-être un peu au début, mais nous, on l'a pris plutôt comme un accélérateur, parce que c'était assez stimulant, il y avait une échéance qui était là, et en plus, on a différents collaborateurs de Keléo qui ont participé à l'audit, donc ça a apporté aussi une dynamique. Et les discussions avec l'auditeur étaient super enrichissantes, et on percevait déjà des points d'amélioration qu'on pouvait mettre en place et qu'on pouvait mettre dans notre plan d'action qui suivait l'audit. Donc, c'était hyper intéressant de faire cet exercice-là qui a duré donc 2 jours. Et le dernier point pour nous qui nous paraissait aussi intéressant de partager, qui est plutôt un défi, on trouve, à relever dans cette démarche-là, c'est de réussir à obtenir l'adhésion de tout le monde. Parce que l'idée de cette démarche, c'est une démarche qui est sur le long terme et c'est une démarche qui est collective. On ne va pas, par exemple, nous, chez Keléo, on est 25 collaborateurs, mais on ne va pas tout faire à 2. On a besoin du maximum d'énergie possible avec nous. Donc, c'est aussi un défi un peu à relever, de réussir à embarquer tout le monde là-dedans.
Donc, pour terminer, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui, nous? À court terme, on est en train d'établir justement une organisation pour essayer d'impliquer le maximum de collaborateurs avec nous. Et notre prochaine étape, ça va être l'audit de suivi qui aura lieu donc 18 mois après la labellisation. Donc pour nous, ça tombe en décembre 2024. Pardon. Et pour terminer, pour boucler la boucle, l'atelier, ça s'appelle Label NR, un levier de transformation. Et on trouve effectivement qu'avec Johan et puis l'ensemble de Keléo, c'est vraiment un levier de transformation parce que cette démarche-là de labellisation NR, ça s'inscrit vraiment dans une démarche plus large qui peut s'apparenter à une démarche de la RSE. Et c'est aussi une démarche de progression. C'est pas parce qu'on a le label que tout est parfait. Non, justement, c'est une démarche d'action où on a un plan d'action à réaliser. C'est une démarche d'amélioration continue. Et donc, finalement, toutes les actions concrètes qu'on va mener, ça va amener à transformer l'entreprise dans laquelle on est. Parfait, merci Émilie. Écoute, tu as très bien résumé, je pense, ce qu'est le label. Donc, vous l'aurez compris, c'est avant tout une magnifique caisse à outils avec beaucoup d'éléments qui vous aident à structurer. Et puis, ça reste vraiment un véritable accélérateur pour une démarche. Voilà, des démarches qui peuvent être parfois un peu hétérogènes, un peu à gauche, à droite. Là, ça permet de tout structurer, on met tout le monde dans le même sens, et puis ça déroule. Et bon, comme on l'a un peu évoqué avant, mais globalement, les entreprises, il y en a des très très grandes et des toutes petites. Faites pour les deux, peu importe, il y a vraiment ce même levier qui est à la fois accélérateur et vraiment ce côté outillage pour adresser ça. Merci, du coup, on va passer aux questions. Voilà. Pour commencer, moi j'ai 2 questions sur le chat. Et ben voilà, si ça vous va, on prend les questions du chat d'abord. Désolé. C'est la priorité. Déjà, on a bravo la team Keléo. Voilà. Suivi on pourrait avoir quelques exemples de livrables, s'il vous plaît. Donc c'était par rapport à la problématique Keléo. C'était au moment de la dernière. Oui, voilà, les livrables que tu évoquais, Émilie. Oui, dans les livrables, quelques exemples, on peut avoir par exemple des factures de matériel reconditionné, parce que nous, on va essayer en tout cas de réutiliser au maximum le matériel qu'on a, le réparer, donc ça peut être des factures pour des réparations, ou voire même du reconditionné. Un livrable qu'on avait eu aussi, chez nous, on fait des challenge green. Donc, c'est une démarche qu'on a chez Keléo depuis quelques années, où sur une semaine, on va se donner un petit peu des challenges qui peuvent rentrer plutôt dans une démarche RSE globale. Et donc, on fait des présentations là-dessus. Donc ça fait partie aussi des livrables qu'on peut fournir qui montrent qu'on a bien des actions comme ça, des engagements comme ça. Qu'est-ce que je peux avoir Compléter si tu veux, Émilie, parce qu'en oui. gros, je comprends que les livrables, ce sont les éléments de preuve qu'il faut amener pour l'audit. Voilà, et donc c'était sans doute aussi la question. Les éléments de preuve, on va avoir les inventaires de matériel, leur durée de vie moyenne, ce genre de choses. Voilà. On va avoir effectivement la politique d'achat générale d'une entreprise. Est-ce qu'il y a de l'achat responsable qui est dedans? Est-ce qu'il y a une stratégie qui a été éditée, écrite et publiée, alors pas en externe, c'est aussi important que l'interne soit au courant. Voilà. Ça, c'est vraiment un ensemble d'éléments de preuve. Peut-être que Pauline, si tu veux compléter aussi. Non, les livrables, ça peut être des documents qui sont plutôt orientés politiques, on va dire, donc la documentation formelle d'organisation des actions qui sont mises en place, ou de la preuve de type facture, par exemple. L'idée, c'est vraiment de montrer à l'évaluateur la preuve des actions qui ont été mises en place. Et ça va être redemandé dans les engagements. À chaque fois, vous allez devoir faire apparaître sur chacun des engagements les livrables que vous pourrez montrer lors de l'audit de suivi sur les actions que vous allez mettre en place. Ça peut être des comptes rendus de réunion parce que vous avez mis en place un groupe de travail sur des actions. Des choses dans le genre. Merci. La réponse a convaincu. Ok, parfait. À combien de pourcents? Merci pour cet exemple, c'est très clair. Parfait. Alors, hormis l'obtention du label, quel est le retour sur investissement pour vous? Avez-vous déjà une visibilité dessus? Ça a été posé au moment de l'intervention de Keléo quand même. D'accord. Émilie, Sachant qu'on n'a pas encore énormément de temps pour les questions. Oui, on va essayer. Très question, parce que là, les questions s'enchaînent sur le chat et j'aimerais qu'on ait le temps aussi. Oui, tout à fait. On va essayer de faire un temps d'échange après. Pour le retour, déjà, hormis le label, il y a un retour en interne, parce que c'est fédérateur. Ça permet aussi de travailler la marque employeur. Après, niveau commercial, c'est un peu compliqué. Enfin, comme je vous l'ai dit, on l'a depuis à peine 3 mois, le label, donc c'est un peu tôt pour
vous donner plus de détails là-dessus. Moi, je peux en parler très rapidement. Peut-être ça a été une transformation même sur notre cœur de métier. Alors, notre cœur de métier reste le même, le service numérique. Par contre, il y a toute la partie conseil et formation que je vous évoquais tout à l'heure, qui était naissante ou disons pas dans cette dimension-là. Aujourd'hui, on s'est ouvert tout un pan de services, en fait, de prestations que l'on ne faisait pas du tout, typiquement de l'accompagnement à la labellisation, de la stratégie, enfin, d'accompagnement à la stratégie numérique de grands groupes. Donc, on a même adressé des sites qu'on n'avait pas auparavant. Donc, ça peut être un grand levier. Maintenant, de combien, etc., c'est complexe et ça dépend vraiment du cœur de métier de chaque entreprise. Mais vous avez accès à des... Peut-être qu'on va prendre une ou deux questions de la salle s'il y en a avant. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle? J'ai une question très triviale. Ah oui, oui. Ça coûte combien? Ça C'est dépend. Ça dépend beaucoup. En fait, le coût, il dépend de plusieurs choses, de la taille de l'organisation. En fait, on va avoir potentiellement un coût d'accompagnement, déjà, si vous vous faites accompagner ou pas. Vous prenez le choix de l'accompagnement Digital 113 où on a une trentaine de consultants qui peuvent vous accompagner. Et après, en fait, dans le label, vous allez avoir soit le niveau 1, soit le niveau 2. Et à chaque fois, il y a un coût formation, un coût d'audit qui est très différent entre le niveau 1 et le niveau 2. Et sur le niveau 2, qui va varier en fonction de la taille de la structure et du nombre de jours dont va avoir besoin l'évaluateur sur site, plus une redevance annuelle qui est basée sur votre chiffre d'affaires. Donc, je ne peux pas trop vous répondre tout de suite, mais je vous propose qu'on se rappelle. Et sur le site, il y a un outil aussi sur le site pour évaluer. Ouais. Grosse C'est folie. toujours mieux de... Pas de question. Oui, moi j'avais une question sur, parce que dans le sein du groupe Septéo, on a notre directeur de l'innovation qui est actif, qui est Digital 113, qui m'avait parlé justement de cette formation inter-entreprise. Et on est vraiment en train de déployer toute notre stratégie, on l'appelle ESG, RSE au sein du groupe. Et en termes, qu'est-ce que vous nous conseilleriez en termes de timing et d'agenda pour articuler la formation Digital 113 avec le suivi des MOOC, le travail en interne, les premières étapes que vous nous présentiez au début de votre intervention. Ouais. La première réponse, qui est plus ou moins libre, je le calme là quand même, c'est que nous, on a des grilles de lecture entre RSE, ESG, ça serait plus large, et numérique responsable. Ouais. En fait, le numérique responsable, moi en tout cas, je le définis comme le filtre numérique sur la RSE. C'est grosso modo se dire, achat, on va regarder grosso modo ce qu'on achète dans l'équipement, le software, etc. Concrètement, une chose simple aussi, c'est qu'il n'y a pas 15 000 dates de promotion, de formation. Oui, en fait. C'est Voilà. vous avez Donc la prochaine serait en fin d'année, novembre ou décembre. 13 décembre. 13 décembre, voilà. Pour la première journée, mais ce qui est pas mal parce que ça vous permet de commencer à travailler sur l'orientation, même s'il y a les congés de Noël entre-temps. La date suivante, elle est suivant à la distance. C'est fini en mars. Et ça finit en mars, je la confirme. dernière journée. Tout à fait. Voilà. Ouais, je confirme. Avec la dernière journée d'accompagnement. Ouais. Ça veut dire que le long T1 2024, en ayant cette première journée de formation, sensibilisation au numérique responsable. La prochaine promotion de Digital 113, elle n'est pas encore gravée dans le marbre. Ça serait soit on a su en demande pour en faire une deuxième tout de suite en avril, par exemple. Avril, juillet, voilà. Mais du coup, on fait quoi dans le même temps? On suit les MOOC en interne, on constitue, parce que moi, mon idée, c'était que je vais avec Moïse, j'apprends que vous ne connaissez pas, avec Moïse, on fait le truc ensemble. Et j'avais envie qu'on monte une équipe projet avec une dizaine de personnes pour, par exemple, je sais pas moi, suivre le MOOC en 2 demi-journées, tous ensemble dans une salle pour pouvoir échanger aussi. Le son, c'est à nouveau coupé là. Oui, on a reperdu. Je crois qu'ils nous entendent plus. Voilà. Si, c'est bon. Pour le moment, parce que j'avais l'impression que nos problématiques, elles étaient assez similaires et on est un peu plus gros que la BU, mais moins gros que le groupe. Quand vous avez commencé à vous rendre compte de tout ce que vous disiez, qui est à peu près notre état de maintenant, combien de temps il vous a fallu pour arriver à l'obtention de ce label niveau 1, pour la phase après, post-audit et avant évidemment les 2 ans de formation? La question était pour Laurent. Peut-être que le micro, il n'avait pas encore Oui, repris oui. quand il y a eu la demande de l'interlocuteur. Combien de temps on a fallu entre la fin de la formation? Oui, non, mais c'est surtout parce qu'il disait que vous étiez en train, Laurent, de
de vous, apercevoir que finalement il y avait un petit peu plein de choses partout. Et donc, combien de temps ça a mis entre cette phase de découverte, compilation de l'existant et obtention du label niveau 1? Oui, ben, en gros, nous, de manière très concrète, on s'est structuré en décembre l'année dernière. On a été formé fin janvier, puis mai. À partir de fin janvier, on a commencé à se projeter dans l'autodiagnostic avec le fichier Excel, là, avec, je sais plus, une quarantaine ou une cinquantaine d'indicateurs à évaluer. Et quand on a commencé à se poser des questions sur les indicateurs qui concernent les achats, ben là, on a commencé à passer les coups de téléphone. Donc, en gros, on a été prêt courant de cet été, avec à peu près tout d'évalué et toutes les pièces à peu près réunies. Et après, on a commencé à remplir sur le site Lucie Évaluation l'évaluation. Donc, je dirais 6 mois à peu près. Ça va être ouais, à peu près, c'est ça. Ok, merci. C'est recommandé entre 6 mois pour les petites structures, 9 mois à 1 an plutôt pour les plus grandes structures, voire parfois un peu plus d'ailleurs. Plutôt 1 an pour les grandes structures, parce qu'il y a beaucoup Ouais. de paiements pour l'année. Et surtout, la différence entre niveau 1 et niveau 2. Pauline le rappelait tout à l'heure, il y a un gros gap. Oui, ça dépend en fait le nombre de personnes qui sont mises sur le projet. Est-ce que vous êtes une équipe de 10? En fait, le travail il est divisé par 10, hein, grosso modo. Enfin, en tout cas, ça va pouvoir rejaillir dans les différentes entités. Si vous êtes toute seule, c'est plus long, quoi. Et s'il y a des gens réfractaires et tout ça, c'est... Comme on est un peu à court de temps, est-ce qu'il y a vraiment quelques questions Alors, pour il reste résumer 2 questions. Allez. Alors, une petite qui est quel type d'engagement sont mis en œuvre sur 3 ans? En fait, l'idée, c'est que le référentiel, enfin, les engagements que vous allez, le rôle de l'auditeur, je vais y arriver, c'est de vous aider à identifier où sont les enjeux prioritaires. C'est-à-dire que la région Occitanie n'a pas les mêmes sujets d'engagement que Softeam Software, par exemple. Donc, l'idée, c'est aussi d'identifier où sont les enjeux prioritaires par rapport à l'importance pour le secteur d'activité et le niveau de maturité de l'organisation à date. Et les enjeux vont correspondre à ça, avec des échéances qui vont correspondre aussi. Donc, les engagements dépendent beaucoup de où vous en êtes et de qui vous êtes aujourd'hui. Mais ils sont basés sur le référentiel dans tous les cas. Ok. Et de toute façon, vous pouvez contacter directement après Et les vous pouvez autres organismes demander qui vous donnent des réponses spécifiques à votre cas. Cette question. Les dernières questions en ligne. Pour atteindre le niveau 1, je comprends que l'évaluation de la charge interne pour obtenir le label est obtenue dans la phase d'auto-évaluation. Est-ce que l'agence Lucie est en capacité d'évaluer la charge? Ouais, appelez-moi. Oui, parce que c'est du cas par cas. Mais oui, oui, c'est vrai qu'à partir de la phase d'auto-évaluation, on est capable de faire ça. Complètement. Voilà, C'est bon pour moi pour les questions. On va pas faire ça tout de suite, donc on pourra. Merci Laurent pour les réponses sur le chat d'ailleurs à certaines questions. Voilà, merci Oui. à toutes et à tous. Du coup, Merci beaucoup. et voilà, à très bientôt. Et puis, il y a d'autres ateliers qui vont suivre. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.